Bonjour à vous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle interview MD+, avec les French Twins. Bonjour Tony, bonjour Jordan. Ouais, non, c'est bon. Non, je reconnais les gars, vous me la faites pas à moi. Les gars, c'est un plaisir de vous accueillir parce que quand on vous connaît un petit peu, on sait que votre histoire est liée à Magic Dream. Ouais. On sait que vos premières créations ont été soutenues par Magic Dream. Et en fait, j'ai même envie de revenir un petit peu plus loin dans cette première question que je vais vous poser. Et je vais vous demander, mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la magie? C'est cette histoire de boîte de la magie ou... Waouh, comment ça a commencé? L'anecdote qu'on raconte le plus et qui est vraie, c'est que quand on était petit, on est parti voir un spectacle de magie. Le magicien, il a mis une femme dans une boîte. La femme, elle disparaissait et elle réapparaissait au bout de la salle. Et tout le monde était waouh, comment ça marche, comment c'est possible? Et comme nous, on est jumeaux, ça paraissait évident que la dame, elle avait juste sa sœur jumelle de l'autre côté de la salle. Ça se trouve, c'est même pas ça le truc. Ça se trouve, c'est même pas ça, tu vois. On se disait, elle disparaît. Ok, on ne sait pas comment elle disparaît, Ouais. mais elle peut pas à la même seconde arriver là. Donc peut-être que c'est sa sœur jumelle. Et là où c'était fort, c'est qu'en fait, avant qu'elle disparaisse, il l'embrassait sur la bouche. Et quand elle réapparaissait, il l'a réembrassé sur la bouche. De Et l'autre donc on côté. se disait, peut-être que c'est un truc vicieux, malin, etc. Bon, on savait pas du tout si c'était ça ou pas. Aujourd'hui, on sait ce que c'est, mais voilà. Le gars, il pécho les deux meufs, tu vois. Voilà, très bien. Mais à la fin, on s'est dit, tiens, on va s'intéresser à la magie. On a commencé à acheter les boîtes de Jean-Pierre Vallarino, les boîtes de Bernard Bliss, enfin tous les trucs classiques que tout le monde achète. On a appris avec ça, hein. On a clairement appris avec ça. C'est toi qui as commencé, je crois que tu as acheté une première boîte avec les jeux truqués de Vallarino. Ouais, belle cette boîte. Et j'ai même fait un exposé sur Jean-Pierre Vallarino. J'aimerais bien le retrouver ce truc-là. J'ai fait un exposé sur la magie. Ça parlait de Jean-Pierre Vallarino. C'était un délire le truc. J'étais trop content de ce truc. Il y a une question que je me suis beaucoup posée aussi pour le coup, c'est que, bon, spoiler alert si vous n'avez pas maté le film Le Prestige, mais il se passe des choses dans le film Le Prestige qui peuvent faire un petit peu penser justement à votre carrière. Est-ce que ça a été une source d'inspiration à un moment donné pour prendre la direction que vous avez pris ou vous aviez déjà vos idées avant de voir le film? Alors, c'était pas préparé, c'était pas prévu, mais a posteriori, je te dis que c'est plus intéressant. On l'a vu tard le film. On l'a vu, voilà. Mais en fait, il n'y avait rien de très préparé dans notre tête. Ce qu'on s'est dit juste a posteriori, c'est le truc intéressant dans un film comme Le Prestige. Je veux pas spoiler le film, mais bon, si vous voulez pas être spoilé, avancez un petit peu. Je vais spoiler, du coup, désolé. Mais le truc intéressant dans Le Prestige, c'est quand tu apprends qu'en fait, il est pas seul et qu'il a son frère jumeau. Okay. Donc c'est le côté intéressant. Il y a peut-être plein de magiciens dans le monde qui ont des frères jumeaux. C'est le côté vie dissimulé, tu vois, d'un des deux. Et... Oui, voilà. mais c'est le secret d'avoir deux jumeaux qui est intéressant. Il y a plein de magiciens qui ont peut-être des frères jumeaux, mais qui sont normaux, on va dire, ils n'ont rien de différentiel. Et du coup, c'est le trucage. Le trucage est intéressant. Donc nous, on s'est dit peut-être que ça peut être cool de le montrer. Et donc, pendant longtemps, on l'a pas montré. Hein. Au début, j'arrivais sur scène, bonjour, j'arrivais complètement torse nu avec juste un caleçon. Juste un caleçon Superman. J'ai la photo. Ouais. Et je rentrais, j'ai dit bonjour, on faisait des scènes ouvertes, des petits plateaux. Bonjour, excusez-moi, je suis stripteaseur dans le théâtre d'à côté, bougez pas, j'arrive tout de suite. Il part en coulisses et hop, Tony rentre. Je revenais en costard, hyper bien habillé, bonjour à tous. Et il faisait son truc, vraiment, c'est lui. Et le fois d'après, c'est on a inversé. Lui, il rentrait, voilà, et moi, je faisais le show. Et j'étais ton complice dans les coulisses et je faisais des trucs. Et pendant longtemps, c'était ça. Et à un moment, on s'est dit, tiens, viens, on essaye de faire des trucs à deux sur scène. Et on a commencé à faire des plateaux à deux. On s'est beaucoup planté. Oh là là. C'était marrant. Et voilà, au fur et à mesure, on a aimé ça. On s'est professionnalisé en achetant des DVD ou des livres de plus en plus intéressants, de plus en plus intelligents. À l'époque, les DVD. À l'époque des DVD. Vous commencez à être vieux, les gars. Hein. Les DVD. C'est un délire, les DVD. Maintenant, on est sur des VOD. Ouais. Non, ça donne dans ce que vous dites, en fait, il y a une notion super importante que j'aimerais creuser un peu plus avec vous, c'est la notion d'échec. Et quelquefois, on dit souvent qu'on apprend plus de nos échecs que de nos réussites. Et on apprend que de nos échecs. En fait, t'apprends rien quand tu réussis. Genre, tu réussis, donc c'est bon. T'as rien à apprendre, t'avances et tu continues et tu cherches même à réussir d'autres choses. Mais oui, t'apprends. On s'est beaucoup planté. Beaucoup planté, mais c'est parce qu'on a essayé de faire des choses. Je pense que tu fais aucun échec si tu fais rien. Ah, ça c'est clair. Mais oui. Et en fait, du coup, dans cette question que je veux pousser un petit peu plus loin, voilà. Quand on est dans une phase à succès, comme celle que vous connaissez, que vous avez connue, est-ce que vous arrivez quand même à trouver des ressources de remise en question
Qu'est-ce qui vous fait du coup garder les pieds sur terre, parce que c'est, enfin voilà, on spoile pas, mais La France a un incroyable talent. Vous avez été finaliste, vous avez été novateur sur ce que vous avez proposé. Derrière, il y a eu une tournée mondiale avec des dates. Je me rappelle quand je les voyais s'afficher sur Facebook, je me disais wow putain les mecs, c'est un truc de ouf. Derrière, vous avez enchaîné sur America's Got Talent, je crois la même année où il y avait Léa Kyle, si je dis pas de bêtises. Non. C'était un peu plus tard. C'était plus tard, mais vous avez été demi-finaliste, je crois. Sur 2017, on a fait Incroyable Talent, America's Got Talent. Laquelle, c'était 2022. Je suis en retard. Je sais plus, il y avait qui. C'est quelqu'un d'autre qui a fait en même temps le truc. On a fait, je crois, la même année qu'il n'y avait pas Xavier Mortimer qui l'avait fait cette année-là. C'est possible. Je sais pas. C'est possible, mais je sais que ça avait été pour le coup du très très lourd. Et en fait, on imagine que le rythme, il est hyper intense quand c'est comme ça, parce que non seulement vous devez vous renouveler, mais vous devez aussi parcourir pour le coup le monde avec un numéro. On n'y pense pas, mais pensez à toute la logistique qui va autour. Comment on arrive à un moment donné à se poser, à se dire bon bah ok, ça va pas, il faut qu'on le modifie. Je pense que non. Je pense que c'est une période justement dans laquelle t'as pas de remise en question parce que t'es en mode waouh putain ça marche, c'est trop bien, etc. Et c'est quand tu rentres à la maison à un moment donné, tu avec ta copine, je sais pas si on était encore avec copine à ce moment-là, avec la vie de famille, etc. Et là tu remets les pieds sur terre et tu te dis non, c'est quand que j'ai une grosse claque, moi. On était en mode méga fame et tout, incroyable talent, America's Got Talent, tout s'enchaîner et tout. Et on va, pour le deuxième passage d'America's Got Talent, au Magic Castle, il y avait BBL, Michael Lamar, Weber, King, tous les plus gros de la magie. Ouais. Et en fait, on était inconnus là-bas. Et t'arrives, et personne te connaît. Et là, tu fais America's Got Talent. Et en fait, mec, voilà, tranquille, t'étais au début de ta carrière, tu commences, et non, là, ouais, tu prends une petite claque et tu dis, en fait, c'est vrai, calme-toi. C'est juste un troubadour qui fait des spectacles sur scène et qui fait kiffer les gens, donc il y a pas... alors, niveau remise en question artistique, le truc, c'est qu'en fait, on est trop dans ça, peut-être, et tout le temps dans ça, on se remet trop en question, et alors, il y a des gens qui disent que peut-être qu'on est au top, quoi que ce soit, mais nous on a l'impression, alors je sais même pas si on le ressent d'être au top, tu me coupes si je me trompe, mais moi oui, mais moi je suis jamais satisfait. Ouais. Non mais c'est vrai, on a toujours envie, alors pas de plus parce que c'est pas bien, mais on a envie toujours de faire différent parce qu'on s'ennuie super vite. Ouais, on a un vrai problème de routine au bout d'un an. Bon, on va se dire ouais, ça commence à nous saouler de faire tout le temps la même chose, on veut changer. Et peut-être un peu trop. Ouais. Et du coup, les gens qui sont autour de nous, qui bossent avec nous, parfois ont du mal à nous suivre, ils comprennent pas. Ils disent ouais, mais là le spectacle, on l'a commencé il y a un an, ça a coûté une fortune à mettre en place. Il faut rester dedans. Non, on s'emmerde là, il faut faire autre chose. Et attends, je t'en prie. Pour l'histoire des échecs, etc. Ouais, je pense vraiment que l'échec est essentiel. Vraiment, je pense que sans échec, tu vas vraiment nulle part si on se pète pas la tronche. On a plein qui, voilà, tous ceux qui critiquent ceux qui foirent des trucs, c'est en général les gens qui font pas grand chose. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui se pète la gueule, et ben si toi tu fais des trucs, et ben tu sais que il s'est pété la gueule parce qu'il l'a fait, tu vois, il a tenté, il a essayé. On se rappelle en général de tes succès au final, mais le nombre de gars qui se sont plantés, je pense même plein de réalisateurs, en vrai, des réalisateurs de films, des acteurs qui ont fait des films qui ont fait des gros bides, et en fait, au final, même des chanteurs, c'est Drake qui parlait de ça, je crois Drake, il a une interview énorme, il parle de ça, et il se dit, tout le monde se rappelle que de mes succès, personne se rappelle de mes échecs. Et il y en a énormément, quoi. Et c'est souvent des échecs, effectivement, qui forgent une construction. Ouais. Mais on est aussi là, principalement, pour parler de vos réussites. Et donc, je souhaiterais revenir, pour le coup, je crois en 2016, quand vous faites La France a un incroyable talent. Ouais. Et sur ce moment, en fait... vous apprenez que vous êtes là. Est-ce que vous êtes arrivé à cette émission avec un plan établi ou est-ce que vous avez été complètement à l'arrache? Je veux la réponse maintenant. Alors, je sais que parfois on a vraiment l'impression que tout est bien ficelé, tout est carré, etc. En fait, on est très au feeling, j'en ai moi. Okay. Même quand on a des grosses émissions télé qui nous contactent, etc., on est très très souvent au feeling et on n'a pas forcément de stratégie derrière. Je pense que c'est justement parfois parce qu'on n'a pas de stratégie que ça se passe bien et qu'il y a... Le numéro, il est bossé. La performance, elle est bossée et maîtrisée. C'est juste que, oui, là, pourquoi on le fait, à quel moment, est-ce qu'on fait telle émission, est-ce que c'est la bonne année, tout ça, c'est à l'arrache.com. Hein. À l'arrache.com, au feeling, et c'est pour ça que parfois, que ça se passe bien, je pense.
Et parfois, ça peut avoir aussi des mauvais points parce que on n'a pas réfléchi à une stratégie précise sur certains trucs. Mais un exemple. Alors, en fait, Incroyable Talent. Je vais pas demander d'exemple, mais vas-y, je t'en prie. Non, mais Incroyable Talent, par exemple, c'est pas eux qui nous ont contactés. Ouais. C'est pas nous qui les avons contactés. C'est moi, tout seul. Sans le prévenir. Ok. J'ai vu qu'il y avait des auditions sur Internet. J'ai été sur Internet. J'avais une vidéo de lui et moi en train de faire un tour de magie sur une plage à deux. Et en fait, j'ai envoyé cette vidéo-là. La vidéo filmée avec un LG... LG 540, je sais pas, un vieux téléphone, on voyait rien. Vous étiez à peine majeur, je crois, en plus, à ce moment-là. On était à peine majeur quand j'ai envoyé le truc. Ils ont vu la vidéo, ils ont validé. Ils ont dit, trop bien, hyper intéressant, le fait d'être jumeaux, etc. On venait d'avoir 18 ans, je pense. Parce qu'on avait 19 ans quand on est passé à l'émission. Et ils ont dit, c'est hyper intéressant, des jumeaux, qu'est-ce que vous faites ? Je dis, on fait de la magie, mais quel numéro vous pouvez nous proposer ? J'ai dit, je sais pas. Ils ont dit, ok, les auditions, c'est le 30 août 2016. 30 août 2016, exactement, 30 août 2016. Est-ce que vous pouvez venir faire l'émission aux auditions ? Et en fait, on avait rien. Et j'ai été voir Jordan. J'ai dit, Jordan, on est pris pour les auditions, on n'a pas le choix maintenant, on a une deadline, il faut faire quelque chose. Et en fait, on était en école d'effets spéciaux 3D, et on s'est dit, tiens, si on mélangeait... c'est là où on était avec tout. Il y avait un petit groupe quand même de magiciens qui faisaient de la magie avec des iPads, etc. Avec Magency, il y avait Sébastien Camersini, Franck Truong, il y avait Laurent Beretta qui nous a fait vraiment connaître ce milieu, etc. Et en fait, on a échangé, on a discuté, on a réfléchi à des idées. On s'est dit, si on faisait un numéro qui nous ressemble plus à Tony et moi, en fait, c'était l'ère du digital. Il y a beaucoup de gens qui commençaient à faire des trucs avec de la magie digitale, et nous, on n'adhérait pas forcément à tout ce que les gens faisaient, parce que ça racontait rien, ou c'était juste la magie pour la magie. Et ça nous dérangeait. C'est un point important, ouais. C'est là où vous allez marquer la différence pour moi, parce que lorsque vous êtes arrivé dans le monde du numérique, je me rappelle du terme qu'a utilisé Eric Antoine quand il vous a vu. Il vous a dit merci de dépoussiérer la magie. Et plus particulièrement, le fait d'avoir cet écran géant et de partir sur des interactions à la fois avec l'écran entre vous en intégrant des numéros, ça atteint le succès qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et je pense que c'est vraiment ce côté créatif qui a fait pour vous la différence. Moi, j'aime pas ce mot dépoussiérer. J'ai pas l'impression que la magie, elle est poussiéreuse et vieillotte quand même, parce qu'Antoine, c'est cool ce qu'il fait, tous les magiciens, c'est cool. C'est juste différent. C'est juste différent, on utilise... Avec ce qu'on utilise nous au quotidien. En fait, on a fait des études d'effets spéciaux de 3D. En fait, pour nous, c'était normal de créer un objet en 3D. Et même quand on faisait des cours, je me rappelle, le prof, il nous avait dit de faire on travaillait sur la transparence. J'avais fait une boule transparente et on avait des boules de contact juggling. Et en fait, j'avais mis j'avais le prof qui regardait ce qu'on faisait. Je disais, regardez, il y a une boule. Et je faisais semblant de la sortir. Mais juste pas. C'était nous, quoi. On l'utilisait au quotidien. Et sur le premier passage d'Incroyable Talent, on a fait quelque chose d'un peu, je trouve, classique. Moi, je suis pas fan du tout. Le premier numéro, c'est celui que j'aime le moins. Mais les gens l'adorent, ce numéro. Le premier numéro avec les iPads hantés comme ça et tout. Je n'aime pas ce numéro. Vraiment, je trouve que c'est... Regardez, ça raconte rien. Et quand on faisait ce numéro, on n'aimait pas le faire. On s'est dit, tiens, on le fait quand même parce qu'on voyait que ça avait un impact. On l'a fait quand même. On était jeunes. Et en fait, quand on a fait ce passage, au deuxième passage, on s'est dit, ok, là, on a vu qu'il y a un truc qui fonctionnait bien. C'était, donc, niveau stratégie, c'est la seule stratégie qu'on avait, c'est qu'on s'est dit, tiens, on a vu qu'il y a un truc qui fonctionnait bien, dans ces émissions où t'as que 2 minutes, c'est qu'il y a un effet toutes les 5 secondes. Mais ça nous saoulait que ça raconte rien d'intéressant. Alors on s'est dit, viens, c'est quoi, deuxième passage, on raconte une histoire. On va faire une espèce de jeu vidéo géant, on va se battre pour une fille. On a fait ça. Classique. Et en fait, quand on se bat, il y aura des effets toutes les 5 secondes. Et là, quand notre famille a regardé le numéro, ils se sont dit, c'est cool, mais il n'y a pas de magie. Mais il n'y a pas assez de magie. Effectivement, c'est ce que je me suis dit aussi. Où la magie, elle n'est pas assez remarquée, en tout cas, on n'accentue pas assez les effets. Et on s'est dit, pour le troisième passage, peut-être que la solution, c'est vraiment de mixer le premier et le deuxième. Tu vois. Donc, pas trop d'histoire. Et ça donne le numéro final que vous avez. Voilà. Où il y a un effet toutes les 5 secondes, vraiment de magie, plus une histoire, mais pas non plus une histoire ultra importante. C'est un fil conducteur. Voilà. Et là, ça donne du coup cette apparition de la jeune fille au travers de l'écran, etc., que vous avez pu faire, qui au final a été le numéro qui vous a fait faire le tour du monde que vous avez fait ensuite. Quoi. Maintenant, il y a eu 2 étapes. Il y a eu donc ça oui, qui a fait une grosse partie. Et plus récemment, le passage qu'on a fait à Britain Got Talent, qui pour moi, là c'est marrant, ça fait une espèce de deuxième vie.
où en fait, ça, je sais pas si tu vois de quel je parle. Je l'ai pas vu celui-ci. C'est honteux. Ça marche si je dis on vous le met maintenant. Tu veux, non, ok, et bah écoutez, vous savez quoi? Vu que je ne l'ai pas vu, on le découvre et on vous le met maintenant. Voilà, vous avez pu découvrir cette vidéo. Donc maintenant qu'on sait de quoi il s'agit, racontez-nous. Bah raconte-moi, parce que tu as vu la vidéo. On a fait une coupe. Ah, okay. Donc à Britain Got Talent... Non, alors, d'abord, Britain Got Talent, ils nous contactent parce qu'ils ont vu un numéro. Ils ont vu America's Got Talent, mais ils ont vu surtout un numéro qu'on a fait sur France 2. Sur Spectaculaire. On est dans un écran, on va attraper une voiture qui est au loin, un peu à la manière de Zack King. Vous savez, l'objet il est loin et on l'attrape et on a une mini voiture dans la main. Et quand on la lâche... Elle devient réelle et elle tombe vraiment... Et t'as une vraie voiture qui tombe sur scène. Bam. Et en fait, ils nous disent on veut ce numéro-là. On veut ça. Et moi je dis d'accord, mais sauf qu'on déteste faire les mêmes choses à la télé. C'est un problème pour moi, je veux pas avoir le même numéro tout le temps avant de nous appeler tout le temps pour le numéro. Bon, on s'est dit on va peut-être trouver le moyen de le faire, vu que c'est Britain, peut-être qu'on va faire avec un taxi anglais. Tu vois, c'est pas beau, ça peut être super joli. Sauf qu'un taxi anglais, le poids n'est pas du tout le même qu'une petite voiture comme ça. Donc, et 208 à l'époque, non exactement. Le pire, c'est même pas ça, c'est que quand on l'a fait à Spectaculaire, le sol, la scène, c'était même le sol, c'était vraiment solide. Là, c'est une scène de théâtre. Et non, mais ça, on le savait pas tout de suite. Non, on savait pas. C'était genre 2 semaines avant qu'ils nous disent, les gars, il y a un problème. On a vu la hauteur, tout va bien, sauf qu'en fait, quand ça va tomber, ça va exploser le sol, la voiture elle va passer à travers Et c'était à Birmingham, c'était un théâtre très connu et très ancien, et ça casse, donc on ne veut pas. Mais on a été intelligent sur ce truc-là, quand on a réfléchi le numéro, on s'est dit, il faut que la voiture, il faut pas qu'elle soit présente pendant toute la durée du numéro, pour qu'au cas où, s'il y a un problème en dernière minute,
et ben on puisse faire le numéro sans ça, quoi. Et heureusement, quand on a appris ce truc-là, on a pu trouver un autre final au numéro. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et en fait, Tony a eu la brillante idée. En fait, je me suis dit, en télé, il y a une règle, c'est qu'il faut marquer les esprits. Aujourd'hui, t'es dans le. Alors, faut pas buzzer en disant je veux buzzer, ça sert à rien. Non, mais c'est les images qui sont importantes. Quand on fait le PK Touch, tu vois, le jumeau digital où tu touches une personne dans l'écran, ce qui est beau, c'est de voir le tableau. T'as 2 frères jumeaux qui touchent 2 frères jumeaux. Enfin, tu vois, c'est ça l'idée. Le Symmetric Girl, enfin la fille dans l'écran avec c'est 2 gars avec 2 parapluies et une fille au milieu. Genre au milieu. Voilà. Les tableaux, à chaque fois, on fait en sorte que ce soit hyper visuel et hyper clair. Bien sûr. Et bah, ce numéro sur Britain's Got Talent, j'ai dit, tiens, au lieu de faire tomber une voiture, parce que c'est le poids, il faut un truc grandiose. Sinon, on s'appelle les French Twins. Bah, si on faisait apparaître une tour Eiffel sur scène géante. Et en fait, j'ai réfléchi, l'écran faisait 3 mètres de hauteur. J'ai dit, attends, si on faisait apparaître une tour Eiffel de 7 mètres, c'est-à-dire que l'écran monte, et quand l'écran monte, il y a une tour Eiffel de 7 mètres. Ça continue. Ce qui n'est pas possible. Donc elle monte, et on voit mais comment ça se fait, et ça continue, et la tour Eiffel entière. Et donc, je leur pitch le truc, mais on a trouvé un trucage qui était possible, et quand on leur a pitché le truc, ils ont dit, ah, c'est super, vous avez la tour Eiffel? Je dis, bah non, vous pouvez la fabriquer. Ils ont dit, ouais, bah comment faut nous faire les plans, et donc Tony, il a été à côté de Magic Dream, là pas loin, on n'est pas loin de la tour Eiffel, et il a acheté des tours Eiffel, des petites tours Eiffel, et il les a coupées, souvenirs, il les a coupées, il les a sciées, il a accroché, machin. Pour leur montrer, en fait, voilà ce qu'ils devaient fabriquer, une maquette, et en fait, on a fait plein de protos, on leur a montré comment fabriquer le système, eux l'ont fabriqué, et ensuite, quand ils nous pitchent le truc, je dis, bah en fait, voilà, je veux que l'écran monte, je veux que la tour Eiffel apparaisse. Et ils me disent, vous voulez pas sauter tant que vous y êtes, vous voulez pas sauter en haut de l'écran? Et elle me dit ça en blague, la dame de Got Talent. Et Tony, moi, on se regarde, on fait, ah bah oui, bah, ouais, très bonne idée. Très bien. Et on va sauter en haut de l'écran de 5 mètres de hauteur. Quand l'écran est en train de monter, on saute. Et hop, on saute dans le haut de l'écran. Et elle nous dit, ok. C'est faisable. Vous êtes des oufs. Mais c'est pas fini. Attends. Il dit, et en plus, je veux que, parce qu'il y a un truc à un moment avec une bonbonnière, je dis, je veux qu'à un moment, il y a une fille qui s'approche, qui renverse des bonbons de l'écran, et qu'en fait, comme elle se rapproche très près, les bonbons, c'est plus des bonbons, ça devient des balles, et du coup, comme elle se rapproche, elle renverse, et du coup, t'as une tour Eiffel géante, des bonbons en pagaille, des balles qui tournent de l'écran, et 2 gars qui sautent. Ça, c'est le tableau. C'est le tableau qu'on se rappelle, quoi. Et on l'a fait. Et on a bossé comme des dingues, parce qu'on avait 2 semaines pour tout faire. Je me rappelle, c'est une galère. On a réussi à le faire, et le résultat était dingue. C'est quelque chose que j'ai cerné. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans les premiers échanges que j'ai eus avec Max à votre sujet, et je crois qu'à l'époque, c'était sur la sortie d'Instant T. Ouais. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, ce qui est génial, c'est qu'ils se mettent pas de limites. Dans la manière de réfléchir, dans la création, ils se mettent pas de limites, en fait. Ils ont les idées, et après, ils cherchent les solutions. Ça peut être dangereux sur un spectacle entier. Ça peut être... On s'est planté, nous, sur ça, sur notre premier spectacle, à cause de ça. Alors là, vous parlez du coup de Amazing. Amazing, en fait... parlons déjà de le côté positif et comment ça peut être négatif. Ce qui est génial quand t'as de pas donner de limite, c'est que tu veux faire un effet. C'est plus simple. En fait, t'es limité, t'es contraint par la technique. Par les gimmicks existants. Voilà, mais t'es pas limité par tes idées, par ton imagination. Donc si t'as envie de te dire, j'ai un téléphone, il se transforme en dinosaure, tu rêves, t'as le droit de rêver, quoi. T'as le droit de te dire, ce feutre, il va s'enflammer, pourquoi pas, tu vois. Et alors que t'as réfléchi à l'effet magique que t'aimerais voir, là tu te dis maintenant, comment ça marche? Alors on va regarder tout ce qui existe un petit peu, il y a de la mécanique, il y a peut-être des solutions chimiques, tu vas regarder ce qui s'est déjà fait, les éléments qui brûlent. Pour se rapprocher le plus de ce que tu as en tête. Alors que si tu fais l'inverse, donc là j'oublie que je connais la magie, je connais rien, je suis un gamin qui a envie de rêver, je me dis tiens, je veux que ça se transforme en dinosaure. Très bien. J'ai aucune idée de comment ça marche, je m'en fous, là je vais aller me renseigner. Si je fais l'inverse, je me mets à la place du magicien, je me dis attends, qu'est-ce qui existe? Il y a les flaps, il y a la fumée, il y a les tirages, il y a les machins. Avec un flap, si ça se ferme, on pourrait... Donc si tu te dis ça, tu te dis bah ok, un flap, alors du coup un flap, ça va changer de couleur, ou ça va s'ouvrir, machin, et du coup t'es beaucoup plus limité par ce que tu connais. Et donc on fonctionne toujours à l'envers. Je me dis, quel effet je veux voir? Et ensuite, comment ça marche? Alors peut-être que je réussirai pas du tout à le faire, mais en tout cas, je ferai en sorte ensuite de me rapprocher le plus de mon rêve. Donc voilà. Ça te permet d'aller vers des effets un peu différents, des fois. Mais je pense que si tu montes un spectacle, si tu fais 1h30 de spectacle, tu peux pas faire que ça, parce qu'en fait, la problématique de ce truc-là, c'est que tu ne connais pas l'impact de tes effets sur le public. Bien sûr. Et quand tu montes un gros show et que tu dis attends, là j'ai une idée, imaginons j'ai rien dans les mains, je prends une pancarte avec un trou, voilà, je prends ça
Et là, je rentre ma main et je sors, imagine ça en géant. Tu vois, on avait fait ça, un truc de ce genre, c'était une pancarte géante, et je sors un sapin géant. Bah, tant que tu l'as pas fait, tu sais pas l'impact sur les gens, et ça se trouve, il va être nul. Sauf que t'as dû acheter un sapin. On faisait apparaître un sapin. Je m'en souviens. Tu dois acheter un sapin, tu dois le truquer, enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Et ça se trouve que l'effet ne plaira pas, tu vois. On fait tous des effets parfois qui plaisent pas, on les met de côté et tant pis. Et c'était un peu la problématique, ouais. C'était la problématique sur notre premier spectacle où en fait on était vraiment tout feu tout flamme en se disant on était vraiment foufou, tout feu tout flamme. Non mais dans le sens où on était foufou quand on s'est dit zéro limite, sauf qu'en fait il y avait une grosse production derrière qui disait ok les gars ils ont fait America's Got Talent, ils ont fait un numéro super, ce qu'ils peuvent tenir 1 heure, et nous on s'est dit vas-y, 1 heure on fait ce qu'on veut. Et en fait, on était trop jeune pour tenir 1 heure et pour avoir 1 heure, 1 heure et demie solide. Avec des effets impactants. Et qui n'existaient pas, surtout. Et en fait, on a voulu partir sur 99% d'effets inexistants. Ouais, il ne faut pas faire ça. Et je conseille pas de faire ça pour un spectacle parce que du coup, pas tout de suite en tout cas. Au fur et à mesure. Tu prends des trucs existants, tu rajoutes un nouvel effet dedans, tu le testes, tu le rôdes, etc. Tu sais que tu as 80% qui marche. Ou tu le mets en donc là, c'est littéralement des conseils en or que vous êtes en train de donner à toutes les personnes qui nous regardent. En or, vous êtes en train de créer un spectacle, partir de choses existantes et d'ajuster au fur et à mesure de vos nouveautés. Ça peut être une clé qui vous garantit d'avoir un minimum de résultats. En tous les cas, de solidité au niveau du spectacle. Tout dépendra encore de votre présentation, de la manière dont vous les amenez, du travail que vous mettrez derrière, mais c'est peut-être un peu plus facile de partir sur... De minimiser les risques aussi que ça fonctionne pas, ou que vous dépensiez énormément d'argent, parce que ça coûte cher souvent à créer, mais et que les effets soient pas impactants sur le public. Quel est aujourd'hui pour vous l'effet le plus impactant que vous avez pu du coup faire en scène, mettre en scène, trouver, présenter? Genre, si vous deviez m'en nommer un, ce serait quoi? On a un moment qui est incroyable. Alors, je sais pas si on peut pas raconter pourquoi elle fait ça. On peut pas raconter, mais dans notre spectacle, il y a une personne qui monte sur scène et on demande à tout le monde de penser à un souvenir. Bref, en tout cas, à un moment donné, elle lit quelque chose et elle se met à pleurer sur scène. Alors, c'est pas malsain, c'est pas mal vu, c'est pas mal. C'est bien dosé. C'est de l'émotion positive. Toujours positif. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est le seul tour qui. Il n'y a pas de gimmick, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas tout ça. Il y a le moment du spectacle. On dit à un moment, on fait un break de technologie, on arrête tout et tout le monde rangez vos téléphones, on éteint les micros, on éteint tout. Et c'est le moment sur scène où. Elle lit 6 mots et elle pleure. Mais elle pleure, genre elle vit vraiment un moment incroyable de sa vie. Il y a même des gens dans le public qui se mettent à pleurer parfois pour ça. Et c'est par empathie, Par empathie. Et c'est pour moi le meilleur moment du spectacle parce que c'est le moment qui est le plus vrai. Ouais, c'est transmet une vraie émotion. On parle aussi moi je parle de mon enfant, de mon fils sur scène. C'est le moment où on est nous-mêmes à 2000%, quoi. Il n'y a pas de magicien derrière. Oui, c'est Tony Jordan. Là. Et parfois on se dit souvent ça avec Jordan, parfois on se prend la tête à vouloir faire des trucs huge, énormes, etc. Et parfois tu arrives à l'essentiel. Oui, alors attention, je pense que c'est parce que il y en a dans toutes les couleurs, poum, ça explose, les lumières, le machin et tout, que quand on dit allez, venez, on fait un break de technologie et qu'on ça prend de la valeur. Ce moment-là, que ce moment a de la valeur. Tu vois. Bien sûr. C'est le contraste que vous apportez certainement dedans. J'ai envie de partir sur des petites questions tac au tac, avec du coup des réponses qui doivent vous venir comme ça spontanément. Jingle, question tac au tac. Question tac au tac. Première question tac au tac. Votre plus grosse galère? Grosse galère, moi je peux le dire, à Marrakech du Rire. Marrakech du Rire. Tony, moi et Raphaël à table, on était un trio, Raphaël qui a mis en scène et créé avec moi l'équipe. On est au Marrakech du Rire, il y a Gad Elmaleh, Harry Habitant, il y a tout le monde, d'accord, avec le gros staff, tout le monde, on est tous. Et on doit faire apparaître Jamel Debbouze sur scène. On passe dans 5 minutes. C'est un spectacle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent, c'est le Marrakech du Rire, c'est passé à la télé, c'est filmé, il y a tout le monde dans le public, que des mecs connus, et là on doit faire apparaître Jamel Debbouze sur scène, sauf que on vient de répéter le numéro dans l'hôtel qui est à 20 minutes. Et on a oublié le drap qui nous permet de... Tu vois, il y avait Jamel Debbouze qui était dans l'écran, on lève le drap, il apparaît sur scène. Sauf que le drap, il a une taille précise, il a une tenue précise, enfin... On trouve plus le drap. Il n'y a pas le drap. Et sauf qu'on nous appelle les French Twins. Et là, on cherche partout, on court. Il n'y a pas le drap. Il n'y a pas le drap, on ne peut pas faire le numéro. On ne sait pas. Et on court dans tous les sens. Jordan, il regarde autour de lui. Moi...
je flippe ma race de peur. Je me pisse dessus tellement j'ai peur. Si vous regardez la vidéo, vous verrez. Si vous regarderez en bas, il y a une petite trace pour de vrai, vraiment. C'est vraiment pissé dessus. Hein. Vraiment. C'est vraiment pissé dessus. Pour de vrai, tu vois vraiment une trace. Donc je laisserai ça au montage, les gars. Ouais, laisse tout ce que tu veux. Laisse tout. Et en fait, je monte sur scène et je dis, tu trouves un moyen, tu te débrouilles, parce que je rentre sur scène en tant que Tony au début et après on se dédouble. Et t'as donc Raphaël qui me fait ça vous va ça? Et il trouve une nappe sur une table où il y a des assiettes et tout. Je fais pas le choix, on vire tout ce qu'il y a sur la table, on prend la nappe. Moi je suis déjà sur scène à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis en train de rentrer sur scène et je parle avec Karim Le Marchand qui me pose des questions. Et moi je suis ultra stressé, elle me pose des questions et moi je lui réponds. J'essaie de combler un peu le temps. Jordan, il réussit donc du coup à trouver le drap, il le pose. En le posant, il shoot sur une mallette avec un trucage qui est censé faire apparaître des choses, sauf que en shootant dessus, tout est apparu. Donc moi je suis là en mode putain, je prends le truc là, ils sont en train déjà, Tony il est en train de meubler, il tourne la tête, il voit qu'il y a un truc qui va pas. Moi je suis en train d'arranger. J'ai 20 secondes pour le faire. Sauf que moi à ce moment-là, j'ai 19 ans, je suis pas bon sur scène, j'essaye de combler comme je peux, je suis pas à l'aise. Et là, j'entends c'est bon. Et là, c'est bon, je commence, on entre sur scène, on fait le numéro, ça se passe super bien. Mais la flip de notre vie, quoi. Tu te retrouves, t'as Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Harry Habitant, tout le monde. Toutes les grosses stars. Et tu dois faire un beat, quoi. Et ça s'est passé extrêmement bien, et c'est génial. Mais on a filé notre race. Sur le moment, c'est horrible, et avec du recul, c'est... Voilà. On a eu une autre galère, juste Ah non, c'est peut-être pas... Allez-y, enchaîne. On a une autre galère d'avion. De bagages qui n'arrivent jamais à une prestation. En Russie. On arrive... T'avais pas de ça? Ouais. En Russie, on arrive, on a un show, donc on arrive le matin parce qu'on a un show le soir. C'est un truc d'événementiel, donc en fait on vient avec 2 valises. Un anniversaire. Un anniversaire d'un Russe fortuné qui veut se faire un show privé. Sauf que quand on arrive, on reçoit qu'une seule valise. Et notre valise, elle n'est pas là. Et on doit faire un spectacle 40 minutes à peu près sur scène. Ouais. La chance qu'on a eue, c'est qu'il y a la valise qu'on reçoit, c'est la valise où il y a les props. L'autre valise, c'est une valise où tu as, on va dire, des espèces de boîtes qui permettent d'accrocher les props et de poser le matos et tout. Du coup, j'ai dit, tu sais quoi, pas le choix. Le client, il a dit, waouh, il faut qu'on trouve une solution en attendant de ne pas avoir les valises. Je suis OK. Il y a un Ikea dans le coin. Ouais. OK, Tony, tu vas avec le gars. Ils sont partis à Ikea. Ils ont acheté des armoires, des machins. On a monté les armoires, on a monté les commodes. On a mis un truc, on a scotché des machins, etc. Et on a joué le show, genre 2 heures après, tu vois. Bien joué, les gars. Pas le choix. Tu dois. Pas le choix. Tu veux dire quoi au client? Désolé, la valise. Le gars, il s'en fout. C'était 50 ans ou 60 ans. Genre, on va pas lui gâcher sa soirée, quoi. C'est les réponses tac au tac. Hein. Non, mais c'est ça, mais c'est bien, c'est argumenté, il y a du contenu, vous avez du contenu en face de vous. Donc voilà. Maintenant, on va plus s'orienter question magie, produit magie. Si vous deviez recommander un produit aux personnes qui nous regardent, qui pourraient trouver chez Magilem, ce serait quoi? À nous? À vous ou aux autres. Je vous laisse totalement ouvert. Je vais pas reparler de Hacker, je vais pas reparler d'Instant T, je vais pas reparler de Blaze, je vais pas reparler de toutes ces sorties, de tous ces tours vidéo que vous avez produits et faits. Mais si vous deviez, du coup, choisir... Moi, j'aurais dit Distancia. Ok. Parce que c'est beau, tu mets une pièce dans la main de la personne, elle met un verre par-dessus, elle-même, elle peut le faire elle-même, tu lèves ta main, elle lève sa main elle-même, et la pièce se lève, elle est vide. Enfin, du coup, se retourne dans la main du spectateur. Ouais. Merci beaucoup pour cette interview, du coup, MD+, pour le temps que vous avez passé en magasin. Ça a été un plaisir de repartager un petit peu avec vous tout cela. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo MD+. Voilà, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, ça va être... Merci. Merci. Hein, c'est un bon mot. À bientôt. Ciao.